Voilà, donc merci de votre présence pour ce premier webinaire. Donc, l'objet, c'est une séquence de 7 webinaires avec différentes thématiques. Ce soir sur la vague Paris 2024. Ensuite, on aura un webinaire autour de la réglementation, un autre plus autour de la communication, d'autres plus autour des outils, notamment le développement de la pratique sportive et puis de la compétition. On a vu, il y a 7 thèmes traités, l'emploi également, sur un autre webinaire. L'objet aussi, c'est de pouvoir créer une communauté, un réseau, puis de pouvoir échanger entre nous, puis entre vous, sur des problématiques que vous pouvez rencontrer dans vos structures, soit au niveau local, soit au niveau départemental, soit au niveau régional. Alors effectivement, on a choisi comme thème pour démarrer quelque chose qui nous fait vibrer en ce moment, c'est ce qui s'est passé pendant les JO, les formidables résultats des pongistes, ce qui s'est passé encore dernièrement au championnat d'Europe, à Montpellier ou encore là à Francfort, qui est en cours. On a la chance d'avoir avec nous ce soir, et je le remercie, Jules, qui prendra la parole tout à l'heure, Jules Roland, qui était remplaçant au JO, qui est pongiste en équipe de France et qui nous fait le plaisir d'avoir accepté l'invitation et le plaisir de venir témoigner ce soir. Merci beaucoup, Jules. Je vais laisser la parole pour introduire ce webinaire à Bruno Belay, vice-président de la Fédération. Et donc, ce sera ensuite, en conclusion, ce sera Isabelle Végel, qui est présidente de la commission emploi-formation, qui viendra conclure. On aura entre-temps l'intervention de Jules, je l'ai dit, et puis de Stéphane Lelon, qui est directeur du pôle développement, et qui viendra parler des outils que les structures peuvent avoir pour le développement. Voilà, Bruno, à toi la parole. Merci Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Et merci donc à Jules de sa présence et puis aussi à Stéphane et Mallory qui interviendront tout à l'heure. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Ce dispositif de formation des nouveaux élus, on l'a imaginé depuis presque 2 ans. On avait fait une première tentative l'an dernier et puis ça n'avait pas tout à fait pris. Et les présidents nous avaient dit, voilà, peut-être en début d'Olympiade, ce serait un moment opportun pour le relancer. Et donc, on est ravis d'être ensemble ce soir. Donc, Frédéric vous a indiqué l'ensemble du programme du dispositif avec 7 épisodes, si j'ose dire. On est ici sur le premier épisode qui se veut, comme tous les autres, un moment à la fois de présentation, de contenu, mais aussi d'échange. Je crois qu'il y aura des temps prévus pour vos questions et les échanges entre chaque intervention. Donc ce parcours ce dispositif on pourrait dire d'intégration, puisqu'on visait les nouveaux élus, c'est-à-dire des gens qui assurent leur premier mandat dans une ligue, dans un comité ou dans un club. Ça nous semblait opportun de mettre en place ce dispositif pour comprendre la vie fédérale à tous les niveaux et comment chaque échelon a des interactions et tout ça au bénéfice du tennis de table et des clubs et des licenciés. Alors ce soir, pour ma part, j'ai, je crois, quelques minutes, Frédéric, pour introduire le thème qu'on a choisi, qui était donc de surfer sur la vague des JO. Donc je vais peut-être décrypter ce thème pour vous dire en quelques propos comment on peut voir les choses dans les mois qui viennent après ce formidable été olympique. Décrypter déjà qu'est-ce qu'on entend par la vague des Jeux olympiques. Alors j'ai pris quelques notes sous les yeux pour ne rien oublier, mais je dirais en plusieurs mots pour décrypter ce que j'entends moi dans cette vague. D'abord, peut-être dire que cette vague, d'abord, c'est une amplification d'une hausse de licenciés qui avait été entamée 1 an auparavant, puisque vous le savez, dans vos territoires et dans vos clubs, on avait déjà constaté une recrudescence des licenciés et qui s'est traduit
en fin de saison 2023-2024 par un record de licenciés pour la fédération. Et je dirais au-delà du record aussi un regain, y compris donc au niveau des licences compétition, qui était en baisse depuis une bonne quinzaine d'années, je crois. Et donc, c'était des signaux très positifs qui montraient que avant les JO même, le tennis de table était sur une bonne vague, si j'ose dire. Et donc, on constate maintenant que cette vague est largement amplifiée, bien entendu. Le deuxième point, pour décrire cette vague, j'ai envie évidemment de parler de la médiatisation, puisque elle a été énorme, elle continue, et puis elle a donné à tous nos concitoyens une envie de sport. Ça a été un moment aussi de rassemblement et d'apaisement dans la vie sociale de notre société. Donc le sport est un vecteur de lien social très important, on le sait bien. Et donc, ça a valorisé tout ce dont le sport peut nous apporter. Et dans cette médiatisation, bien sûr, il y a l'aspect résultat, puisqu'on a eu la chance d'obtenir 2 formidables médailles de bronze. Donc, c'est à la fois une mise en avant du tennis de table parmi tous les autres sports olympiques. Et on a vu que dans les différents classements de certains médias, le tennis de table et les frères Lebrun en particulier étaient souvent dans le top 3 ou dans le top 5 de ceux qui avaient obtenu le plus d'audience ou d'écho, en tout cas auprès des spectateurs. Donc évidemment, ça génère une grande fierté pour nous, dirigeants. Et puis, il faut dire aussi qu'à travers cette médiatisation, au-delà des résultats, qui peuvent être parfois temporaires ou qui n'auraient pas de durée, mais ce qu'il faut souligner, c'est que les médias se sont intéressés aux frères Lebrun en particulier depuis plusieurs mois déjà avant les JO, et bien évidemment, encore une fois, ça s'est développé pendant l'été et ça continue. Donc cette histoire des frères, elle se raconte dans la durée, et ça aussi c'est une chance. Les médias, on le sait aujourd'hui, ont besoin de raconter des histoires avec des différents épisodes. Et Frédéric l'a dit, après les JO, on a eu les championnats d'Europe avec à nouveau un très beau résultat d'Alexis Lebrun, la victoire de Félix la semaine dernière au WTT Champions à Montpellier. Et donc, à travers ces résultats et cette fratrie, les médias focalisent beaucoup, et donc on ne peut que s'en féliciter. C'est vraiment une opportunité médiatique de se dire que ça peut durer encore au-delà des Jeux Olympiques et au-delà même d'autres compétitions. Puisque à travers aussi cette histoire, je dirais que ce qu'on peut retenir, c'est les émotions qu'on a vécues. Des émotions bien entendu pongistes à travers le scénario des matchs, etc. Donc on vit tous pour ça, cette passion-là. Mais les joueurs, l'équipe de France ont véhiculé aussi des valeurs très positives de solidarité, de plaisir du jeu, de joie finalement, que ce soit dans les victoires ou même dans les défaites. Et donc tout ça, ça génère aussi du lien social parce qu'on s'identifie à nos champions. Et la vague des Jeux Olympiques, je dois dire aussi, ça a été aussi un grand nombre d'animations avant et pendant les Jeux Olympiques, des animations réalisées dans les territoires par les comités, les ligues, mais aussi au niveau national par les services fédéraux, représentés ce soir par Mallory et Stéphane, que je remercie pour leur engagement, et ça a été très très important. Et donc, ces animations, ça a été l'occasion aussi de montrer du tennis de table aux spectateurs et notamment aux spectateurs non pongistes qui pouvaient découvrir la diversité de notre offre de pratique, au-delà même de ce qu'ils pouvaient voir à la télévision à travers nos champions et à la performance sportive pure. Donc, je crois que ces animations ont eu un impact sur des milliers de personnes.
et donc, je dirais, des sympathisants du ping-pong. Et donc, ça a été évidemment constitutif de la vague des Jeux Olympiques, comme ça a pu l'être évidemment pour d'autres disciplines, mais ces animations, là aussi, elles se sont renforcées pendant les Jeux Olympiques, mais elles préexistaient avant les Jeux Olympiques, notamment, je pense là au succès des dispositifs Une école, une table pour le milieu scolaire, mais aussi euh, évidemment le stade vers l'emploi qui a été un vecteur de rapprochement entre des recruteurs et des demandeurs d'emploi autour de l'activité pongiste. Donc c'était vraiment une autre manière d'aborder les choses. Et puis toutes les actions autour de la pratique du ping en réalité virtuelle qui ont aussi élargi notre communauté pendant ces derniers mois et bien entendu avec l'apport des Jeux Olympiques, ça s'est amplifié aussi. Donc toutes ces actions, hein, je pense aussi au sport santé, donc à notre offre de ping santé, on a eu d'autres échos médiatiques à travers ces pratiques-là. Alors avec une audience moindre que l'histoire des frères Lebrun, mais malgré tout, ça participe aussi de l'élan des Jeux Olympiques qu'on vit en ce moment et de la bonne image du tennis de table qui est à la fois perçu comme un sport olympique parce qu'on a eu des médailles et on a des grands champions, mais aussi un sport fun qui s'adresse à tout le monde et à tous les âges. Et je pense que eh bien, on le constate aujourd'hui dans les clubs à travers les gens qui viennent à notre rencontre. Ce que je retiens aussi, c'est que vous avez peut-être aussi vécu l'éternel débat des médias qui posent la question, alors on dit tennis de table ou on dit ping-pong, et je crois que cette question a été définitivement tranchée par les réponses des joueurs de l'équipe de France. Hein. Je me souviens d'une interview ou deux interviews même où à la fois les frères Lebrun, Simon et Jules disaient on dit comme on veut. Et le plus souvent on dit ping d'ailleurs, mais on a le droit de dire ping-pong. Donc ça, je pense que ça a une liberté aussi qui est assumée maintenant dans notre identité de se dire voilà on vit le ping comme on veut et on le dit comme on le sent. Et donc à travers tout ça, je dirais que la famille du ping s'est agrandie pendant l'été et évidemment on le constate dans les faits. Et donc l'idée aussi de ce dispositif qui s'adresse à vous, c'est de montrer que la fédération, c'est notre maison commune. Hein, c'est ce qui doit rassembler toute cette communauté du ping-pong et du tennis de table. Alors, pour décrypter encore en quelques mots l'intitulé de cette soirée, donc surfer sur la vague des JO. Alors, qu'est-ce que ça veut dire surfer maintenant? C'est quoi les enjeux de cet après-JO? Là aussi, peut-être en quelques mots, je dirais d'abord que c'est un gros challenge à relever pour accueillir les nouveaux licenciés dans un contexte sportif où je crois qu'il y a un an ou deux, l'INJEP avait publié une enquête où donc peut-être 2021 ou 2022, où une statistique qui m'avait marqué, c'était que un Français sur quatre s'était vu refuser, faute de place la plupart du temps, l'accès à un club. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a, en France, on se voudrait être une nation sportive, ou en tout cas avec une politique publique qui vise à accueillir davantage de pratiquants, eh bien, les clubs ont leurs limites. Hein, et donc, il y avait comme ça un enjeu pour nous, tennis de table, à se dire est-ce que nos clubs, est-ce que nos 3100 clubs vont avoir la capacité à accueillir. Et donc, Stéphane y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on avait essayé d'accompagner les clubs, d'anticiper cette grande vague qui allait venir après les JO. Et donc, à ce jour, hein, j'ai des statistiques, des statistiques un peu récentes, hein, puisque arrêtées au 31 octobre, au global, donc sur les licences, si je ne prends uniquement les licences loisirs et les licences compétition qui concernent directement les clubs, de date à date, c'est-à-dire au 31 octobre comparativement à 2023 et aujourd'hui 2024, on est à plus 24,4%, donc quasiment 25% d'ores et déjà. Et puis,
une autre statistique intéressante, c'est déjà à ce stade, la moitié des clubs ont déjà dépassé leur nombre de licenciés de l'an dernier. Donc, on peut imaginer que on est sur les marges d'un nouveau record. Et donc, c'est quand même très satisfaisant de se dire que qu'on a la capacité d'accueillir, voilà, peut-être différemment selon les clubs, selon leur capacité, mais c'est très positif. Donc ensuite, pour surfer sur la vague, il va falloir concrétiser. Donc là, ça fait écho plutôt à des enjeux de fidélisation de ces nouveaux pratiquants. Et donc, on envisage avec les services fédéraux, peut-être dans quelques semaines ou mois, de s'adresser aux nouveaux licenciés pour comprendre leur motivation, voir comment ils se sont intégrés, voir leur niveau de satisfaction pour répondre au mieux en fait à leurs attentes qui sont de plus en plus diverses. Parmi les catégories de nouveaux licenciés, on touche toutes les catégories et plus particulièrement une forte augmentation chez les jeunes, mais aussi chez les vétérans. Donc je crois aussi que ça c'est une donnée intéressante à noter aujourd'hui. Et puis, on constate, vous savez que c'est toujours l'écueil de la pratique féminine. Aujourd'hui, on constate dans les nouveaux licenciés qu'il y a une hausse un peu plus forte du côté féminin. Alors, ça ne nous permettra peut-être pas de combler tout le retard, mais en tout cas, c'est un signal intéressant à noter. Donc, des enjeux de fidélisation et puis, bien entendu, aussi des enjeux de promotion. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je pense notamment aux relations avec les collectivités et aux relations, je dirais, vers les citoyens qui sont invités à développer une pratique sportive avec des objectifs différents, des objectifs de lien social, des objectifs de santé publique, des objectifs d'éducation par le sport. Et donc, se rapprocher des collectivités à ce moment post-JO, avec aussi les difficultés financières qui nous attendent et qui attendent les collectivités, on le sait, eh bien, comment on trouve des solutions dans un contexte qui va être à la fois très dynamique pour le tennis de table, mais en même temps avec des contraintes budgétaires peut-être plus fortes. Donc, comment trouver des solutions? Je dirais aussi dans cette relation aux collectivités qu'on aura des enjeux probablement de négociation. Je sais que c'est le cas pour certains d'entre vous, de négociation de nouveaux créneaux, voire d'équipements supplémentaires pour accueillir les nouveaux licenciés. Et puis, peut-être, là, je m'adresse plutôt aux élus de comité ou de ligue, mais c'est peut-être aussi le moment de penser à un dispositif de création de club ou d'accompagnement de réactivation de lieux de pratique qui s'étaient mis en sommeil ces dernières années. On le sait, sur les 10 dernières années, la fédération a perdu plusieurs centaines de clubs. Donc, et cette baisse-là, c'est atténué, c'est-à-dire que ces 3 dernières saisons, ça se stabilise autour de 3100 clubs. Et voilà, il y a encore quelques années, on était 3600 clubs. Donc, pour mieux répondre à la demande, il y a peut-être aussi cette perspective-là. J'accélère et je termine en disant qu'un sujet très important en termes d'enjeux, c'est la formation d'encadrants bénévoles, puisque on a parlé des équipements, on a parlé des relations avec les collectivités, de la fidélisation, mais bien évidemment, tout ça dépend aussi beaucoup de la manière dont on accueille et dont on encadre les nouveaux pratiquants. Et donc, il y a un enjeu de former des encadrants bénévoles, et ça nous concerne tous, à tous les échelons, depuis le club au comité, à la ligue, à la fédération. Et je dirais les bénévoles encadrants seront peut-être parmi eux de futurs encadrants professionnels, mais je crois qu'il faut commencer par là, de valoriser nos dispositifs de formation, initiateurs de club, animateurs de club, entraîneurs de club, pour renforcer l'accueil de ces nouveaux licenciés. Et donc, en tant que dirigeant, on a aussi l'envie, l'objectif de susciter des vocations chez les adolescents, mais aussi chez les plus âgés. Et on a aussi des exemples de retraités qui s'y mettent en fait pour voilà, utiliser leur temps pour leur club. Voilà donc en quelques mots les enjeux que je voyais
après cette formidable épopée olympique. Voilà, j'ai dépassé mon temps, je suis désolé, mais euh, je serai moins bavard maintenant. On savait, Bruno, que tu allais dépasser ton temps. Merci. Merci en tout cas de cette introduction. Et maintenant, je vais laisser la parole et on va fonctionner avec Jules sous forme de questions. On s'est calé comme ça. Donc, je vais te remercier à nouveau, Jules, d'être parmi nous ce soir. Ça fait plaisir d'avoir ta présence. Peut-être je vais te laisser rapidement te représenter. Tout le monde te connaît, mais peut-être rappeler rapidement ton parcours, d'où tu viens, etc. Pour commencer. Du coup, j'ai 24 ans, donc je joue à Torigny-Fouillard, à côté de Rennes, pour ceux qui connaissent pas. J'ai commencé dans ce club quand j'avais 5 ans, tout comme ça. J'ai toujours joué à Torigny. Et voilà, je suis passé par le Pôle Espoir Bretagne. Maintenant, je suis à l'INSEP depuis 2016. Ça fait 8 ans maintenant que je suis à l'INSEP. Et j'ai été membre des équipes de France jeunes, cadet, junior, et j'ai eu ma première sélection en équipe de France, en équipe de France senior il y a 2 ans, championnat du monde par équipe. Et voilà, depuis 2 ans, j'ai fait quelques compètes en équipe de France. Et du coup, cet été, j'étais remplaçant de l'épreuve par équipe sur les Jeux. Merci. Dans ta présentation, tu évoques plusieurs fois ton club. Quel lien as-tu gardé avec ce club? Quel lien as-tu? Et puis, quelle importance tu lui accordes? Quelle importance tu accordes à la vie de club aujourd'hui? Forcément, un lien très fort parce que c'est mon seul et unique club. Je pense que c'est quelque chose d'assez rare dans le monde du sport de haut niveau. Enfin, en plus, j'ai eu la chance de m'entraîner assez tardivement dans mon club. Enfin, je suis resté jusqu'à l'âge de 12, 13 ans, je crois, ce qui est assez tardif. Souvent, à cet âge-là, enfin, les jeunes de ma génération, ils étaient au Pôle France de Nantes. Moi, je suis resté dans mon club assez longtemps. Et du coup, les gens du club, ils m'ont vu grandir, donc ils m'ont vu évoluer, progresser. Et je connais tout le monde au club. C'est un peu une grande famille pour moi. Mon père est président maintenant en plus, donc c'est vraiment la famille pour le coup. Et en plus, j'ai progressé avec le club quand j'ai commencé. Je sais pas, le club était en National 2, National 3. Il y a eu la montée en National 1. Je ne faisais pas partie de l'équipe 1 encore, mais ensuite, j'ai intégré l'équipe première et ça m'a permis de progresser puisqu'on est monté en Pro B, maintenant en Pro A. Donc, j'ai progressé avec le club et le fait que le club grandisse, moi, ça m'a permis d'évoluer aussi et de rester dans une certaine zone de confort parce que ça me permet d'être dans un environnement que je connais et donc de m'épanouir pleinement dans ma pratique sportive. Merci. Par rapport à ça, donc, on voit l'importance qu'a le club, même dans ta progression à haut niveau. Euh, En quoi il t'a permis de construire ce qui est aujourd'hui ton statut de pongiste de haut niveau? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien aujourd'hui? Puis qu'est-ce qu'il a pu Hmm. t'apporter à différents moments de la carrière, peut-être quand tu as commencé très jeune? Est-ce que toi, tu peux identifier des étapes à dire là, le club, il m'a apporté ça, et puis ça a pu se faire parce qu'il y avait tel dirigeant ou tel entraîneur qui m'a apporté ça, etc. Déjà, la chance que j'ai eue, c'est de tomber sur un entraîneur, Sébastien Doiran, qui est pour moi un excellent formateur, qui est hyper pédagogue dans sa manière d'entraîner. Franchement, c'est lui qui m'a tout appris quand j'étais tout petit. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur lui. Il m'a hyper bien compris et il m'a permis d'évoluer. Et encore aujourd'hui, c'est lui qui me coach sur les matchs de pro. On a une relation très forte et qui dure très longtemps, donc c'est que ça fonctionne bien et il continue maintenant de former de bons jeunes au club. Donc je pense que c'est important d'avoir un entraîneur qui sait former les jeunes et les développer, leur apprendre les bases et ensuite les développer. Donc j'ai eu cette chance-là. Et le club m'a permis également de pas mal m'entraîner vu que j'étais hors structure, j'étais pas au pôle espoir quand j'étais au collège, j'étais pas en pôle espoir ni en pôle France. Donc le club on a la chance d'avoir une belle salle aussi, d'avoir les infrastructures pour, mais le club m'a permis de m'entraîner, de m'entraîner à un bon niveau et de rester dans les meilleurs français de ma catégorie d'âge sans intégrer de structure. Donc, ce qui permettait
pour moi, d'un point de vue hors tennis de table, d'avoir une vie assez équilibrée puisque je n'étais pas en internat et je m'entraînais dans mon club, donc pour moi, c'était parfait. Et ensuite, plus tard dans ma carrière, je dirais que bah, forcément, le club m'a permis de découvrir le monde professionnel, la Pro B, puis la Pro A il y a 2-3 ans. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que le club, on était 2 ou 3 jeunes de ma génération à avoir un bon niveau et le club a vraiment monté un projet autour de nous. Quand on était en Pro B, on était 2 joueurs formés au club, avec Rémi menant et vraiment ils ont tout monté autour de nous et ce qui nous a permis de progresser et au final, ils ont eu raison parce que maintenant on est en Pro A, c'est la 3e saison. Donc voilà, on a eu de la chance. La première chose, c'est j'ai été très bien accompagné par un super entraîneur qui m'a permis, on a une structure, des infrastructures qui m'ont permis de m'entraîner d'une manière très qualitative. Et ensuite, le projet qui a été vraiment centré sur nous et ils ont vraiment cru en nous. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits puisque le club bah, est vachement développé et grandit au jour le jour. C'est-à-dire qu'à la fois, le club, toi, il t'a accompagné pour progresser, puis aujourd'hui, le rayonnement que tu peux avoir fait qu'il y a des jeunes qui démarrent le ping et le club assoit son développement sur toi, l'image que tu peux apporter, par exemple. Tu le ressens, ça? Mmh, forcément oui, après j'ai pas le même impact que peuvent avoir Félix ou Alexis, mais après à mon petit niveau je pense en région Bretagne, bah, ça fait longtemps que je fais toutes les compètes, les gens me connaissent quand même, donc je pense que forcément les jeunes qui voient mon parcours, ils sont motivés et puis, au club, il y a pas que moi, c'est surtout je dirais l'équipe pro, hem, qui est la vitrine du club en fait. C'est ça je pense qui attire aussi les jeunes. On a comme j'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir une super salle donc, quand il y a des jeunes qui voient à la télé, les résultats de l'équipe de France, les résultats des frères Lebrun, de Simon, bah, qu'ils ont envie de s'inscrire dans un club de tennis de table et qu'ils voient, notre salle, nos infrastructures, bah, forcément, ils se dirigent plus vers peut-être notre club qu'un autre. Donc là-dessus, on a beaucoup de chance et forcément, moi, j'essaye, dès que je rentre au club, heu, de partager des moments avec les jeunes qui débutent, de n'importe quel niveau parce que, quand j'ai commencé, j'avais pas cette chance-là d'avoir quelqu'un, qui avait connu le très haut niveau et qui pouvait partager son expérience avec moi. Donc pour moi, c'est important de redonner au club, ce qu'il m'a donné et du coup, bah, c'est comme ça que j'essaye de de partager et de transmettre ce que j'ai «vécu» entre guillemets. Tu as dit une chose, c'est quand je reviens au club. Je reviens au club, mais on sait que les carrières de pongistes en équipe de France, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup en déplacement. Tu es tout jeune, encore 24 ans. Comment tu arrives à penser ton avenir, l'après-ping? Aujourd'hui, est-ce que tu es centré à 100% et on compte peut-être même à 130% sur ce qui se passe aujourd'hui, sur la performance? Mais est-ce que tu arrives à te dire, voilà, il y aura un après-ping et puis j'ai envie de faire ça et du coup organiser les choses pour faire des études ou en tout cas te projeter sur un avenir? Oui, oui, j'arrive à me projeter. J'ai eu la chance, d'avoir des parents ouais, qui m'ont poussé par rapport à ça, à pas lâcher le côté scolaire, le double projet, comme on dit souvent, sportif et scolaire. Et après, j'avais pas forcément besoin d'être poussé parce que c'était une volonté aussi de ma part. Hem, j'ai toujours accordé, beaucoup d'importance à cette cette reconversion en fait, parce que faut être préparé à toute éventualité. Moi, j'ai connu une grosse blessure il y a 3 ans, ça aurait très bien pu s'arrêter. Peut-être que j'aurais pu ne pas être où j'en suis aujourd'hui et avoir arrêté le ping. Donc pour moi, c'est hyper important. Après quand j'ai intégré l'INSEP, j'ai passé mon bac à l'INSEP et ensuite, j'ai commencé une licence de sciences qui m'a pas plu du tout et je suis passé en école de commerce. Donc, là, maintenant j'ai un bac+4, j'ai eu mon diplôme il y a un mois. Là, à l'instant T, je suis focus 100% pour le ping parce que je viens d'être diplômé et que c'était trop compliqué, je veux aller jusqu'au bac+5, jusqu'au master 2, mais c'était trop compliqué d'intégrer, quelque chose en cours d'année scolaire. Mais, j'ai une volonté encore de continuer. Après ce que je ferai exactement, je sais pas, exactement, j'ai pas dédié de métier précis.
Mais, mais bien sûr que j'y pense et je pense que c'est hyper important parce que une carrière, c'est fait de haut et de bas, même de très haut et de très bas, je dirais. Et quand on est dans le très bas, c'est important d'avoir autre chose sur lequel on peut se recentrer. Moi, quand j'ai été blessé, bah, je me suis pas mal concentré sur mes cours. Ça me permettait un peu d'oublier le fait que le ping, ça allait pas bien. Et puis même, c'est une sécurité, quoi. On sait jamais, une grave blessure, puis ça s'arrête du jour au lendemain, ça va très, très vite. Et bah, si on n'a pas fait les choses correctement, on se retrouve et puis on n'a rien, quoi. En tant que sportif, on n'a pas grand-chose, donc non, pour moi, c'est hyper important. Déjà, bravo pour ton parcours de formation. Ta Merci. maturité, quand même, hein, c'est intéressant comme tu formalises les choses. Moi, j'ai une dernière question, quand même. Tu as vécu, alors effectivement, en tant que remplaçant, mais tu as quand même vécu Paris 2024. Tu peux nous en parler? Comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur, en tant que remplaçant, avec quand même des choses extraordinaires qui se sont passées? Et je dois dire, rien que quand on te pose la question, tu as un petit sourire, donc tu as les yeux Oui, qui oui. brillent. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est que des bons souvenirs. La question qui me revient souvent, c'est: «Est-ce que tu pas trop dégoûté de ne pas avoir une médaille?» Et ce que je réponds, c'est que, en fait, j'étais préparé. Je savais que mon rôle, c'était remplaçant et je savais avant les Jeux que j'allais pas avoir de médaille. Pour moi, c'était clair dans ma tête et là-dessus, j'avais aucun souci avec ça et j'ai toujours, aucun problème avec ça. Hem, En fait, j'ai eu comment je l'ai vécu? Bah, moi, mon rôle, c'était vraiment de mettre les autres dans les meilleures conditions. Heu, c'est vrai que c'est spécial par rapport à un championnat du monde ou championnat d'Europe où quand on joue pas, on est sur le banc quand même et là, on n'est même pas sur le banc, on est en tribune. Donc c'est vrai que c'était différent, mais mon rôle, ça restait le même au final. C'était de les préparer, les mettre dans les meilleures conditions. Dès qu'ils avaient besoin de moi, bah, d'aller jouer, enfin, d'être à leur disposition, quoi et du coup, j'ai essayé de l'aborder comme dans un championnat d'Europe ou championnat du monde, mais eux, ils avaient moi, j'avais pas la pression, j'ai pas ressenti la pression comme eux, ils l'ont ressenti parce que j'étais pas dans l'air de jeu et justement, j'essayais, s'ils avaient besoin de penser à autre chose et d'évacuer cette pression-là, bah, ils pouvaient m'appeler et je le savais très bien et non, ce qu'on a vécu, c'est forcément quelque chose d'extraordinaire. On J'ai mesuré, hem, enfin, l'impact que ça pouvait avoir, notamment, sur Félix et Alexis, au début des 3 semaines où on était au village, personne le reconnaissait, il y avait aucun enfin, il se faisait jamais arrêter et au fur et à mesure, j'ai vu l'engouement qu'il y avait et Félix, bah, moi, j'étais souvent avec Félix pendant les 3 semaines et c'était impressionnant comment à la fin des 3 semaines, bah, il pouvait plus marcher même dans le village olympique, quoi. C'était quelque chose d'incroyable, même dans le village où il y a que des sportifs et enfin des délégations, quoi et c'était assez impressionnant et tout de suite, je me suis dit: «Bah, pour le ping, ça va être quelque chose d'exceptionnel parce que si c'est ça dans le village, j'imagine même pas ce que c'est en France et c'est ce qui est en train d'arriver et bah, c'est vrai que c'est génial pour notre sport. Hem, il va y avoir plein de licenciés, plein de nouveaux licenciés et ça peut être que du positif et non, non, ces jeux forcément, ce sera des souvenirs à vie et j'ai eu la chance d'avoir 3 coéquipiers qui ont tout partagé avec moi, après leur médaille. J'ai vécu vraiment grâce à eux des émotions, exceptionnelles et je pense qu'ils ont fait vibrer, tout un pays derrière eux. Donc, ils ont donné une super image de notre sport et ça pour moi, c'est le plus important, de transmettre de belles valeurs et de donner envie aux gens de nous rejoindre. Merci Jules pour ce témoignage. J'imagine qu'il y a des questions. Voilà, alors peut-être pas tous en même temps, je pense qu'il y en a beaucoup pas. Vous pouvez, voilà, s'il n'y a pas de question ou une seule, vous pouvez la poser. S'il y en a plein, vous pouvez lever la main comme vous le voulez. Voilà. Donc, voilà, si vous avez des questions à poser à Jules suite à son témoignage, n'hésitez pas. Eh bien, Bruno, vas-y. S'il y en a d'autres, je ne suis pas prioritaire, mais des fois, Pour c'est la l'instant, il n'y a que première toi, mais c'est la la première. première question est toujours la plus dure. Voilà, donc ça en invitera d'autres, j'espère. Euh, la question que je me suis, enfin, qui m'est venue là en t'écoutant, Jules, c'est tu as évoqué le fait que c'était ton Torigny-Fouillard, c'était ton club de toujours. Et finalement, en équipe de France, il y a la particularité, là, finalement, vous êtes trois dans ce cas-là, puisque les frères Lebrun, c'est aussi leur cas à Montpellier. Et c'est vrai que moi, j'ai le sentiment que dans la formation des joueurs, il y a quelque chose que vous avez changé tous les trois. C'est-à-dire que
il y a peut-être un bien-être ou une joie ou un plaisir du jeu qui peut-être, c'est une hypothèse que je fais, mais tu me diras si tu es d'accord ou pas, qui est peut-être lié à ce que vous vivez dans votre club. Et du coup, j'avais envie de t'entendre là-dessus. Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que, y compris avec des joueurs qui n'ont pas cette chance-là, je dirais, qui ont connu justement un parcours avec plein de clubs et un détachement familial parfois, est-ce que c'est important comme ça dans votre début de carrière, parce que vous êtes jeune, et finalement, voilà, t'entendre là-dessus, parce que là, notre auditoire, bah, ce sont des dirigeants de clubs pour la plupart, de comités ou de ligues, mais du coup des bénévoles. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Bon, déjà, je tiens à préciser que Félix, il a un peu triché parce qu'il a fait 1 an à Istres. C'est vrai. Et non, mais plus sérieusement, c'est vrai que on est 3 à être entre guillemets, des joueurs de club dans le sens où on a connu vraiment qu'un club, et et c'est vrai qu'on l'a jamais vraiment évoqué entre nous, mais je pense qu'on ressent un peu la même chose. C'est que quand on joue en pro, bah, on a une pression supplémentaire et on sait que enfin, l'importance du club pour nous, elle est encore plus importante que pour les autres, heu et on sait qu'on aide aussi au développement du club, en fait. On n'est pas là juste pour gagner nos matchs et pour faire que l'équipe de pro, elle soit telle ou telle place du classement. On sait aussi il y a des gens derrière, il y a des bénévoles derrière et qui travaillent dur pour, forcément que tous pour nous mettre dans les meilleures conditions et moi qui ai été pendant 2 années là en pro A dans des positions délicates, hem, bah, à chaque fois vu que je connais un peu tout le monde au club, je repense à toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui font tant d'efforts pour nous mettre l'équipe de pro dans les meilleures conditions qu'en fait on est obligé d'en faire plus et bah, pour moi, ça reflète l'importance qu'est le club, à mes yeux et hem et non, j'ai du mal à imaginer en fait, moi, j'ai du mal à m'imaginer dans un autre club et je sais pas non, j'ai du mal à m'imaginer et j'espère que ça arrivera pas. Mais non, si ça peut inspirer les plus jeunes générations, de sportifs de haut niveau, de futurs pongistes de haut niveau à essayer enfin et même les clubs à construire sur des jeunes, à potentiel, je pense que si on peut donner cet exemple-là, tant mieux et j'espère que les clubs, capitaliseront là-dessus parce que former des jeunes, je pense que pour un club, c'est plutôt important. Merci Jules. Merci et bravo. Je sais pas si, merci pour tout le monde. Ah, Thierry, une question. Vas-y Thierry. Je mets le micro, c'est mieux. Bonsoir à tous. Question à Jules. Donc, tu es au sommet enfin, dans le top du top du niveau français. Pour en arriver là, euh, quelques statistiques m'intéressent. C'est quoi ton engagement quotidien, l'effort auquel tu t'es astreint pour arriver à ce niveau-là, au quotidien ou par semaine? Ça représente combien d'heures, combien de jours, combien de mois? Enfin, juste pour avoir un repère. Au quotidien, bah, déjà, je m'entraîne tous les jours, je dirais depuis que je suis au collège, donc depuis que j'ai 10 ans, je m'entraîne tous les jours. Après, pendant toute la période du collège, c'était 1 fois par jour. Ensuite, j'ai augmenté progressivement. Depuis que je suis à l'INSEP, je dirais que je consacre, ouais, 25 heures par semaine au tennis de table, je dirais. Hem, bah, les entraînements, c'est bi-quotidien, matin, après-midi et on a une séance de travail physique par jour. Donc non, il y a beaucoup de charges forcément. Ensuite, on ajoute à ça la préparation mentale. Pour moi, ça fait partie de l'entraînement. Peut-être aller 2 fois par mois, 2 à 3 fois par mois. La récupération qui est hyper importante et puis au final, bah, on se rend compte que ça nous prend enfin, c'est un job à temps plein au final, c'est pour ça que c'est pas facile et qu'il y a beaucoup, enfin, je le disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ne font pas d'études et qui font rien à côté parce que ça prend déjà beaucoup de temps. Hem, mais non, ça représente, une grosse charge quand même pour moi. Je dirais, ouais, si je devais quantifier, actuellement 25 heures par semaine. D'accord. Euh, Autre question dans le même registre.
dans un match, si tu devais pondérer la partie psychologique et physique technique, comment tu répartirais les pourcentages pour arriver au résultat ou au gain du match? Dans un grand match, on va dire. Déjà, entre les trois, physique, technique et psychologique, j'aurais du mal à l'évaluer. Pour moi, ce serait 33% des trois, enfin, ce serait un tiers. Mais après, pour moi, à titre personnel, j'élèverais un peu plus l'aspect psychologique parce qu'on est un sport de duel. Et moi, dans la manière dont je joue, j'ai besoin entre guillemets, d'un supplément d'âme. Parfois, j'ai besoin d'en faire plus et c'est un de mes points forts, je pense, mon mental. Donc, moi, si je suis pas à 100% mentalement, je peux pas être bon. Donc, je sais pas, je mettrais 50% de mon mental. Quand je suis dans les matchs, c'est 50% de mon mental et ensuite 25-25. C'est comme ça que je le quantifierais actuellement. Ok, super. Merci pour ce témoignage. Avec plaisir. Une dernière question ou pas? Non, en tout cas, Jules, merci encore. On peut pas, on n'applaudit pas derrière les écrans, mais tu seras en salle, je pense que tout le monde t'applaudirait. Merci encore de ta participation et puis de la clarté de tes propos, la maturité que tu peux avoir, je l'ai dit, à ton âge, c'était vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Stéphane, il a la pression. Je fais la transition avec Stéphane Lelong qui a la pression maintenant. Alors, il est où, Stéphane? Bonsoir à tous. Non, la pression, je préfère la boire, mais comme ça, je fais faire une petite note d'humour. Il a la pression et l'humour, Stéphane. Hein, voilà. Je les ai pas là. Alors, j'ai rajouté une slide grâce à toi, Bruno, et ton introduction à la présentation sur l'offre sportive. Comme ça, je vais faire le lien avec le plan accueil. Et comme la finalité de ce plan accueil, c'était l'offre sportive, je trouvais que ça avait du sens. Bien, donc Stéphane Lelong, directeur du pôle développement depuis décembre 2021, et donc en 3 ans presque. Évidemment que le pôle développement a été agité d'une autre manière avec cette dynamique des JO. Et on a voulu créer une présentation plus succincte et plus parlante pour tous de ce que la fédération, ses ligues, ses comités et donc in fine dans les clubs peuvent proposer en termes d'offres sportives. Et donc en propos introductifs, le travail qui a animé le pôle développement la saison dernière notamment, c'est de travailler sur ce plan d'accueil. Très certainement que l'engouement pressenti des jeux à domicile, ajouté aux résultats qui ont été ceux du tennis de table, on permet de dire que ça a réussi. Malgré tout, sachez que ce plan stratégique, il avait été pensé dès juillet 2023, puisqu'on était persuadé que d'accueillir les jeux à domicile ferait de la médiatisation pour tous les sports et aussi pour le tennis de table. Et donc, il fallait prévoir un accueil des licenciés. Je ne vais pas résumer et détailler plutôt tous les éléments de la frise, mais il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en place et dans plusieurs champs. On voit premier CQP d'animateurs, donc le pôle formation, en créant un nouveau diplôme professionnel sur le champ de l'animation. C'était une réponse pour améliorer l'encadrement. Bruno en a parlé tout à l'heure, lui, sur la partie initiale, qui est la formation des encadrants bénévoles. On a essayé de mettre en place des outils pour les clubs, avec le guide du club, que logiquement vous avez reçu il y a quelques jours maintenant en version papier, mais qui est disponible depuis le mois de juin en version numérique. Avec Mallory aussi, on a proposé, Mallory du pôle accompagnement des clubs et des territoires, proposer des webinaires au mois de mai, au mois de juin pour essayer d'anticiper cet accueil. Il y a du lien avec ma présentation en suivant de l'offre sportive. Vous pouvez revoir ces webinaires sur une page dédiée du site fédéral dans la partie jouer.
réussir l'accueil. Vous pouvez retrouver ces petits webinaires d'1 heure. Il y en a notamment les 2 premiers où on a fait intervenir Thierry Nolot, qui est un peu un spécialiste de l'engagement bénévole et de la structuration associative, qui était venu expliquer que c'est par l'offre sportive et c'est par l'activité interne proposée au club qu'on réussit le mieux à pérenniser, à créer des emplois, à pérenniser l'activité et à développer le club, et pas toujours en étant en recherche de financement externe. Donc, assez intéressant et à mettre en lien avec ma présentation d'après. 2 autres outils qui vous sont, à mon avis, très pratiques dès aujourd'hui et encore mieux demain. C'est le module de prise de licence. Aujourd'hui, de manière dématérialisée, les joueurs vont pouvoir renouveler leur licence dans le club pour essayer de décharger l'administratif des dirigeants du club. Et puis la carte des clubs qui va donner un peu plus de visibilité, notamment sur le site fédéral, avec une recherche assez intéressante qui nécessite tout de même de la part des clubs de bien référencer leur localisation de salle principale, souvent différenciée du siège social, avec les coordonnées GPS dans son espace Mon Club, afin que le club apparaisse bien dans cette carte. Donc évidemment, et Bruno l'a souligné, l'engouement et la réussite a été forte. Si on est à presque 25% d'augmentation de date à date, évidemment que le travail du pôle développement pour la saison prochaine et les saisons à venir va être de mettre en place les dispositifs qui vont aider les clubs à fidéliser les pratiquants. Et c'est là que l'offre sportive et la manière dont elle est présentée doit devenir un outil pour vous dès aujourd'hui et encore plus demain. Qu'est-ce que c'est que l'offre sportive? C'est d'abord un slogan qui vient résumer le champ d'action. Et tout ceci est issu d'une inspiration canadienne, la littératie physique canadienne, qui est en fait comment on fait du sport tout au long de la vie, comment on prend en compte le sport dans toutes ses dimensions. Et ici, on l'a formaté au tennis de table et à ce que propose ou à ce que doit proposer la fédération et ses structures déconcentrées. Donc, un ping pour toutes et pour tous. Là, on retrouve la mixité et tous les publics. Partout, on y reviendra. On peut jouer dedans, on peut jouer dehors, on peut jouer en réalité virtuelle, on peut jouer sur des mini-tables, on peut jouer dans son salon, dans son garage, on peut jouer dans un club et on peut jouer tout le temps dans cette notion de tout au long de la vie. Voilà, donc par juste ce slogan, on résume finalement, alors pas la raison d'être, mais en tout cas la philosophie, le grand message de ce que doit être la fédération et de ses structures. Et puis on a défini à partir de l'existant, de ce que faisait la fédération et de ce qu'elle devait faire, on a considéré dans le contrat de délégation avec le ministère qu'il y avait 3 disciplines finalement qui étaient proposées par la fédération, une largement au-dessus des autres, on y reviendra juste après. 4 univers, une partie éducative, une partie active, la dynamique de santé, une partie inclusive et évidemment une partie compétitive. Et que ces 3 disciplines et ces 4 univers, ils étaient concentrés sur 15 publics cibles. Voilà, mais bien ancrés pour être parfaitement équilibré, hein, si on est sur nos 2 jambes. Ça, c'est le discours du président de la fédération. La performance sportive d'un côté, contribuer aux médailles, et ça a été le cas pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et la performance sociale, qui est un peu le développement, mais au sens large, voilà. Et que vous retrouvez donc dans un schéma complètement issu de la littératie canadienne, où on va retrouver les 4 univers en couleur et indiqués en blanc encadré, et puis tous les publics cibles à l'intérieur des différents univers, et avec une organisation qui montre que, évidemment, le ping compétitif est plutôt du côté de la performance sportive, alors que le ping inclusif est plutôt, lui, du côté de la performance sociale. Pour que ce soit encore plus lisible
à tous les échelons et notamment pour les clubs. Deuxième niveau de présentation de cette offre sportive, les différents dispositifs proposés par la fédération, parfois pas proposés encore par la fédération, ce sont les triangles rouges, parce que le dispositif n'est pas soit pas opérationnel, soit pas encore conçu. Par contre, ça n'a pas empêché certaines ligues, certains comités départementaux ou certains clubs même d'être très avancés sur des dynamiques particulières. Je vais prendre par exemple dans le ping actif, le ping entreprise. Le dispositif fédéral n'est pas complètement ficelé et en place. Par contre, dans certaines structures, il y a une organisation qui est claire avec différents types de systèmes, soit d'accueil de l'entreprise, soit d'aller intervenir en entreprise, soit d'organiser des actions qui vont permettre de rentrer des financements pour la structure. Voilà. L'idée de cette présentation, c'est de pouvoir lister les différents dispositifs. Pour nous, à l'échelle fédérale, de voir ce sur quoi on doit mettre la priorité et travailler. C'est évidemment de transformer les triangles rouges en orange et de transformer les triangles orange en vert. Et puis, de pouvoir, sur une slide, sur un visuel, de pouvoir voir l'ensemble des publics et des dispositifs qui vont y être associés au service de ce slogan du ping pour toutes et tous, partout, tout le temps. Donc les 4 univers, et puis des leviers de promotion, des leviers de financement, des leviers de qualité. Je vais revenir un tout petit peu dans le détail de chacun. Frédéric, tu me rappelles à l'ordre si je dépasse le temps. Pour l'instant, t'es pas mal. Mais rapidement, donc 3 Mais ça disciplines. veut pas dire que... Hein Oui. Tenez-moi en alerte. 3 disciplines. Je vais pas revenir sur le ping en intérieur et traditionnel. C'est évidemment la discipline principale organisée par la fédération. Elle est majeure. C'est le cœur des actions fédérales. Je glisse tout de même que, et c'est écrit noir sur blanc dans le contrat de délégation entre la fédération et le ministère, la pratique du hardbat et du sandpaper, raquettes avec des picots secs ou avec une couche de papier de verre, sont inclus dans cette pratique du ping intérieur, sont inclus dans la délégation ministérielle. Et puis depuis 2-3 ans, on a 2 nouvelles disciplines qui elles aussi sont reconnues par l'État. Le ping en extérieur, avec une vocation pour la fédération de pouvoir proposer quelque chose aux 5,6 millions de pratiquants occasionnels. C'est nouveau, c'est différent parce que s'adresser à un public qui n'est pas forcément licencié en club, c'est quelque chose qui est plutôt méconnu, mais qui s'appuie sur un concept qui, personnellement, me paraît particulièrement intéressant. Construire des sites de ping en extérieur, c'est une opportunité qui est bien moins coûteuse que de construire une salle spécifique de tennis de table. C'est un endroit où on peut aller animer, donner de la visibilité à l'activité. Et on a créé une application pour que l'individu puisse se faciliter son activité tennis de table et une licence hors club. Ces 3 derniers concepts, l'animation, l'application et la licence, doivent se développer tranquillement dans le temps au fur et à mesure de notre capacité à pouvoir communiquer avec le grand public qui aujourd'hui n'a pas franchi forcément les portes d'un club. Et puis la 3e discipline, qui elle prend un essor différent, c'est le ping en réalité virtuelle. Je les présente bien de manière distincte pour surtout pas les opposer. Je considère que les 3 disciplines sont parfaitement complémentaires et quelqu'un peut avoir son ping en intérieur l'hiver, son ping en extérieur l'été et son ping en réalité virtuelle depuis son salon ou son garage à des moments où il n'a pas accès à sa pratique traditionnelle en club. Donc c'est bien une discipline pour jouer autrement et de manière complémentaire. Ça permet de montrer l'activité à des publics qui sont éloignés. Je pense notamment, il y a de plus en plus de structures qui vont proposer du tennis de table en EHPAD à partir des casques de réalité virtuelle.
Il y a des études scientifiques aussi qui vont venir agrémenter cette idée que la pratique en réalité virtuelle est un bon moyen de lutter contre la sédentarité et peut être un outil du ping santé. Et puis, ça facilite la progression du débutant. Ça peut fidéliser les pratiquants adolescents étudiants qui sont souvent en perte de vitesse en licence traditionnelle dans le club. Voilà, donc c'est 3 champs dont la fédération est responsable, évidemment, aujourd'hui, à des niveaux d'implication et d'engagement très différents. 4 univers, 15 publics cibles. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais pour retrouver un peu ce ping tout au long de la vie, eh ben, évidemment, on démarre dans cette notion de ping éducatif avec le dispositif du ping des 4-7 ans qui existe depuis une dizaine d'années. Bruno parlait tout à l'heure de cette très belle opération qui est née en 2021, pendant la saison 2021-2022, une école, une table, qui permet de répondre au public du ping qui est à l'école, avec aujourd'hui 3 dispositifs, le premier pas pongiste, une école, une table, et le challenge des cours de récréation qui se déroule en lien avec les Jeux Olympiques qu'on a organisé avec la semaine olympique et paralympique. Et puis on a considéré aussi que le public 8-12 ans était un public phare et fort de la fédération. Fédération qui s'est appuyée sur la méthode française pendant des années et qui a essentiellement intéressé ce public. Voilà, on voudrait aujourd'hui réfléchir à la réutilisation de la méthode française de la même manière, autrement. C'est pas ficelé. C'est pour ça que ce public, il est plutôt avec ce triangle rouge. Un qui est assez rapide, c'est le ping compétitif. 3 publics aussi identifiés, même si on voit qu'il y a 6 triangles. Les 6 triangles représentent un petit peu tous les dispositifs qui sont proposés. On a tout ce qui est filière de haut niveau qu'on appelle aujourd'hui le plan de performance fédéral, où il y a le programme de détection, la structuration des pôles espoirs, des pôles France, et de tout le travail de la direction technique nationale sur le haut niveau. Puis il y a évidemment tout un circuit de compétition, à la fois pour le public des compétiteurs individuels, ceux qui arpentent tous les tournois de tous les clubs dès qu'ils se présentent, et puis évidemment les compétiteurs par équipe, le championnat par équipe ayant une place prépondérante dans l'activité au sein du club. Les 2 autres univers, le ping actif, qui se veut actif pour pouvoir justement prendre en compte un public plus large que uniquement la partie ping santé. On a distingué d'ailleurs la partie bien-être de la partie santé. On considère que le ping santé, c'est plutôt pour ceux qui ont des pathologies ou des limitations importantes, maladies neurodégénératives, donc Alzheimer, Parkinson, affections de longue durée, etc. Donc, pour ceux qui seraient orientés finalement par le milieu médical dans une pratique sportive, hein, le sport sur ordonnance. Mais on va retrouver dans ce ping actif faire du sport en entreprise, toute la dynamique. Et Bruno l'a souligné aussi tout à l'heure, l'afflux d'adultes ou de seniors qui viennent reprendre une activité dans le club et parfois plus souvent dans une dynamique de loisirs et pas forcément compétitive, on a à travailler pour pouvoir proposer des dispositifs concrets et adaptés à ces adultes dans une dynamique de tennis de table, de progression, mais aussi de sport, de bien-être et de lien social. Et puis enfin, le 4e univers, le ping inclusif. On a considéré qu'il y avait 4 publics. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais d'ailleurs, on se partage un petit peu ces publics-là entre le travail du pôle développement et du pôle accompagnement des territoires. Malgré tout, la fédération a une convention depuis plus de 20 ans avec le ministère de la Justice qui voit d'un très bon œil l'activité tennis de table en milieu carcéral. Sachez d'ailleurs que c'est la 3e activité sportive la plus pratiquée dans les centres pénitentiaires.
grosse dynamique depuis 3-4 ans sur l'emploi. Comment le club de tennis de table est un vecteur pour permettre à l'individu de reprendre confiance en lui, de retourner à l'emploi. Donc, comment les valeurs associatives et l'activité sportive permet d'eux. Donc, c'est le programme d'investissement dans les compétences qu'ont testé deux clubs de la fédération, et puis le programme du Stade vers l'emploi, qui est coordonné par Mallory et qui fait tache d'huile partout en France. Et le ping inclusif, c'est aussi un ping solidaire. La fédération, elle est plutôt impliquée sur la coopération internationale. Je crois que le siège de la francophonie pongiste est basé en France à Espalion. Donc la fédération est assez investie là-dessus, aussi avec sa convention avec Ping Sans Frontières. Donc c'est un public à part entière. Et puis évidemment, les clubs de tennis de table sont inclusifs. La pratique du tennis de table est inclusive. Et même si ce n'est pas la FFTT qui a la délégation de la pratique handisport ou de la pratique de sport adapté, il n'empêche que les clubs de tennis de table accueillent les personnes qui sont en situation de handicap. Et donc, c'est aussi un public à part entière de la fédération. Voilà comment on retrouve les 15 publics cibles et les 4 univers dans lesquels, à votre échelle, vous pouvez aller piocher, rechercher les dispositifs ou vous fixer un objectif d'aller progresser dans tel ou tel domaine ou investir un nouveau champ vers un nouveau public pour s'ouvrir davantage. Je finirai avec les différents leviers de promotion et de financement. Vous connaissez tous les leviers de promotion, le Ping Tour et l'été Ping. Alors, deux concepts qui vont très certainement évoluer dès l'année prochaine, au moins par leur nom. Mais le Ping Tour, c'est l'opération avec un L majuscule de visibilité du tennis de table. Voilà, il y a plus entre 200 et 250 étapes qui ont été organisées en France sous cette étiquette. Il y a beaucoup de structures locales, comités départementaux qui font des tournées tous les étés. Et même si c'est pas labellisé Ping Tour ou été Ping, on est dans cette idée d'aller proposer tout au long de l'année du tennis de table. Et le Ping Tour et l'été Ping sont des opérations de promotion essentiellement l'été, qui vont permettre de recruter plus tôt ou de fidéliser plus vite. Si vous avez des actions à proposer à vos licenciés l'été, eh ben, ils vont parfois plus facilement reprendre la licence tout de suite plutôt que de laisser traîner 3 mois, de vivre d'autres activités et puis d'en changer finalement à la rentrée. Voilà pour la promotion dans les différents leviers. Puis les leviers de financement, un principal, très utilisé par les structures, le projet sportif fédéral. Donc c'est les financements de l'Agence nationale du sport qui passent par le biais de la fédération. Aujourd'hui, c'est entre 1,7 et 1,9 million d'euros qui sont répartis chaque année avec 50% pour les clubs. Voilà, c'est une campagne qui est au mois de mars-avril, et avec des financements essentiellement axés sur des projets en lien avec le développement, donc une augmentation du nombre de licenciés. Et puis en levier de financement, même si ce n'est que le début, sachez qu'il existe la Fondation Jacques Secrétin. Elle a été créée en juillet 2022. Elle est hébergée par la Fondation de France. Elle a permis à la fédération de recruter des mécènes pour financer des actions pour un ping citoyen. Donc c'est en lien avec la performance sociale. Et ça permet aussi de lancer des appels aux dons. Et donc voilà, très concrètement, par exemple, deux mécènes ont donné à la fondation pour pouvoir agrémenter le dispositif Une école, une table, qui a permis à la fédération de pouvoir distribuer plus de tables à plus d'écoles sur les années 2 et 3 du dispositif. Et puis enfin, il y a deux leviers de qualité. La formation, Bruno en a reparlé tout à l'heure. Frédéric aurait pu en remettre une couche et peut-être qu'il le fera.
c'est reparti, et ça me paraît essentiel. C'est par l'encadrement technique, d'arbitrage, de dirigeants, que on se partage mieux les tâches à l'échelon du club. Mieux on est formé, mais plus on est qualitatif. Donc je vous invite évidemment à être les plus proactifs possibles pour que vos licenciés suivent des formations en fonction de leurs envies. Certains, ça va être l'encadrement technique, d'autres, ça va être l'investissement dans l'arbitrage, d'autres, ça va être pour pouvoir accompagner le développement du club, et puis d'autres qui vont en faire leur métier avec différentes formations professionnelles. Et puis le dernier levier de cette offre sportive, c'est évidemment la valorisation de ce que le club fait et comment il le valorise auprès de son environnement externe. Donc c'est les labels. Ils ont été remasterisés cette année. On est en cours. La deuxième campagne là, est en cours et je crois qu'il reste encore 15 jours, 3 semaines pour aller déposer son label sur son espace Mon Club. En tout cas, c'est un élément qui est important pour une structure pour se valoriser vis-à-vis de son environnement extérieur. Voilà, et donc en conclusion, pour la conclusion, je reviendrai à cette slide-là. Voilà, je vous ai présenté un petit peu plus en détail tout le champ d'organisation de la fédération et de ses structures déconcentrées au service de tous, de toutes et de tous, pour jouer partout et tout le temps. Voilà, et pour ça, c'est réparti sur plusieurs types de publics, dans plusieurs univers, autour de 3 disciplines, et avec différents leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour aller de l'avant. Voilà, s'il y a des questions, Merci, je suis Stéphane, peut-être capable d'y répondre. Merci Stéphane, effectivement, et place aux questions. Alors, je l'ai dit, la première question est toujours la plus dure. Commencez direct par la deuxième, si vous voulez. Une question de Stéphane. Et en attendant que la question arrive, je vous parlais du site internet de la fédération. Vous verrez que dans la rubrique Jouer, en page d'accueil, dans la rubrique Jouer, vous retrouverez les différents dispositifs sous cette présentation. N'hésitez pas à y aller. Vous pouvez aussi accéder au partage des bonnes pratiques. Il y a une 50aine de fiches aujourd'hui avec des exemples de clubs qui ont fait des choses réussies et inspirantes en lien avec cette offre sportive. En attendant que Stéphane retrouve le son, Sonia a une question. Oui, bonsoir. Je suis désolée, je n'arrive pas à activer ma caméra, donc c'est pas grave. Moi, j'ai une question qui concerne par rapport à la formation, par rapport à la slide que tu as montrée, Stéphane, là, qui reprend donc toutes les formations, en particulier pour les jeunes. Je vois bien, donc, initiateur de club. Bon, voilà, moi, je suis présidente du comité de Loire-Atlantique et c'est vrai qu'on va mettre en avant toutes ces formations parce que ça, c'est… Bon, moi, je suis convaincue, c'est indispensable. Mais est-ce qu'il existerait, par exemple, un fascicule qui reprendrait pour les jeunes, un document que l'on pourrait un peu, quand on va prospecter vers des jeunes, leur dire tout ce qui existe et mettre en avant le CQP, mais quelque chose de synthétique. Voilà, moi, je me vois très bien aller dans un forum des métiers et aussi, avoir notre place pour promouvoir tous ces métiers du tennis de table, le CQP, les BP, GEPS, des GEPS et autres. Alors là, je viens de découvrir, par exemple, l'affiche. Là, je ne l'avais jamais vue, celle que tu as mise sur la slide. Donc, je me dis, mince, celle-ci, il faut que je la trouve. Alors oui, alors je pense que c'est plutôt à Frédéric de répondre. Ah, pardon. L'affiche va avec un petit fascicule de 4 pages qui, à mon avis, répondrait parfaitement à ta demande. Voilà. Et peut-être même que je l'ai oublié, mais il y a aussi une formation qui est pas inscrite dans le dispositif fédéral, mais qui s'appelle AJR, un peu Agir pour le dire vite, qui est un peu l'ancêtre de la formation pilote ou jeune entraîneur de club, qui est un très bon moyen de mettre le pied à l'étrier des jeunes sur un stage où ils vont jouer et s'entraîner et progresser, puis en même temps apprendre les premiers éléments dispensés dans l'initiateur de club. Ça, c'est
c'est souvent un premier bon palier. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par là pour commencer ma passion dans le tennis de table. Sonia, je ne sais pas si Stéphane a répondu à ta question. Si, c'est bon, merci. À Stéphane. Peut-être pour compléter la réponse donnée à Sonia, la fiche, je pense qu'elle doit être disponible sur le Drive Communication, Stéphane ou Frédéric. Oui. On peut la retrouver là. Et le livret aussi. Le livret, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt accessible, mais Frédéric, dans l'espace dirigeant sur le site de la fédération. Alors oui, et puis on est en train en plus on est en train de migrer là de plateforme de PerfTT2 à PerfTT3, donc ce sera l'occasion justement de mettre à jour l'ensemble de ces documents. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième question? Bonjour, c'est donc Guillaume là de Nantes Joseph Tennis de Table. Tu évoquais là, les 50 fiches et les 50 bonnes pratiques, on peut les retrouver où? J'étais dans la partie jouée, mais je ne trouvais pas les 50 fiches. L'annuaire des bonnes pratiques, observatoire et annuaire des bonnes pratiques, je pense que c'est dans la colonne de droite, dans la rubrique jouée du site fédéral. J'y vais en même temps pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Service au club, annuaire des bonnes pratiques et observatoire. Dans la partie droite, dans la troisième colonne, dans la partie jouée, et juste deuxième ligne sous service au club, annuaire de bonnes pratiques et observatoire. Voilà, et là, vous arrivez sur un site internet, c'est une page web de partage de bonnes pratiques. Vous pouvez remonter vos bonnes pratiques qui seront partagées de manière publique ici et aussi aller chercher, en fonction des différentes thématiques de l'offre sportive, des idées de réussite dans d'autres clubs. Nous avons la question de Stéphane, je pense qu'il va intéresser pas mal de monde. On a évoqué l'afflux dans les clubs suite à l'effet JO. Et donc, la question de Stéphane, c'est de savoir, d'avoir des idées, des moyens pour résoudre ce problème de créneaux, notamment, et puis d'afflux dans les salles non spécifiques dans le cas que tu évoques, j'imagine. Oui, c'est une très bonne question. Alors, le ministère travaille avec les fédérations pour essayer de résoudre lever surtout quelques freins. Premier frein à lever, c'est d'utiliser les équipements des établissements scolaires. Il y a aujourd'hui une contrainte technique que l'établissement scolaire doit pouvoir mettre à disposition son équipement de manière autonome sans avoir à rentrer dans la cour du collège ou du lycée. Donc, il y a des travaux à faire dans les équipements scolaires, mais c'est une première piste. Et la loi sport de 2022 tend à ce que demain, les gymnases des équipements, les gymnases des établissements scolaires devront être mis à disposition des associations sportives pour pouvoir augmenter les créneaux. Après, rien ne remplacera le lobbying et donc la structuration et le développement du nombre de licenciés pour pouvoir aller faire du lobbying auprès de sa collectivité et donc gagner des créneaux. L'exemple dans mon propre club où on était 14, le jour où on a trouvé un bout de garage, on a créé une section jeune, on est passé à 30. À 30, la mairie nous a donné un créneau de plus dans le gymnase partagé. Les résultats et l'afflux de licenciés, dernier point, font qu'on ne pouvait pas négocier au mois de juin les créneaux pour septembre. Peut-être que l'afflux de licenciés aujourd'hui peut permettre un travail de longue haleine sur l'ensemble de la saison avec les collectivités pour aller gagner un ou deux créneaux. Mais on ne changera pas l'histoire du jour au lendemain. Le basket et le handball prennent l'intégralité du gymnase sur leur créneau, alors que le tennis de table pourrait peut-être prendre qu'un demi-gymnase. Voilà, c'est un travail de longue haleine pour pouvoir aller gratter localement, créneau par créneau. Merci Stéphane et merci Stéphane. La réponse, la question et la réponse qui concerne plein de monde et on sait qu'il y a beaucoup de dirigeants de clubs qui se posent des questions sur leur capacité à accueillir l'ensemble des personnes qui veulent pratiquer. Je vois Sonia qui dit repenser les formes d'entraînement et ne pas se limiter exactement. Il y a aussi une réflexion qui est menée, qu'on retrouve dans le livret d'accueil d'ailleurs,
Oui, Et, je vous invite à lire le document Réussir l'accueil, où c'est un résumé du guide du club, mais il y a surtout une vingtaine de situations pédagogiques très ludiques, très adaptées à un public loisir d'ailleurs, mais où on joue à 3, 4, 5 ou 6 par table. Voilà, et suffisamment de situations pédagogiques différentes pour pouvoir les modifier, les faire évoluer et avoir de quoi proposer une activité à plus que 2 par table sur l'ensemble d'une saison. Effectivement, l'utilisation et l'évolution des formes d'entraînement, alors nous, c'est quelque chose qu'on applique déjà. On a redécoupé aussi nos créneaux. On est passé de 3 à 5 créneaux le samedi matin pour les jeunes. La difficulté, c'est qu'à un moment donné, on peut quand même pas les empiler. Bon, moi, j'ai pas de problème avec le basket et le hand parce qu'il y en a pas chez nous. Je suis dans un petit village. Moi, j'ai le problème avec le tennis, hein, après, qui est assez frustrant parce que le tennis, ils remplissent le gymnase avec 2 joueurs. Quand j'aimerais bien pouvoir en mettre 40. Ouais, la difficulté, c'est effectivement plus sur l'accompagnement des clubs et des dirigeants. Alors, sur le fait de pouvoir mettre en place des structures, effectivement, c'est pas des choses qui se font en claquant des doigts. La mise en place d'une salle ou d'un équipement spécifique, c'est long, ça demande des financements, ça demande un certain nombre de partenariats avec les instances. Moi, ce que j'aurais besoin aussi, c'est d'un accompagnement sur la façon de créer les créneaux, c'est une chose, mais aussi de les animer. Moi, dans tous les publics et tous les univers que j'ai vus, ils m'intéressent tous. Je peux pas tous les faire aujourd'hui parce que bien évidemment, j'ai pas le gymnase 24 heures sur 24, mais j'ai pas non plus les personnes pour s'en occuper. Aujourd'hui, dans mon club, on est 2 dirigeants. On a suivi tout le parcours, hein, depuis l'initiateur de club jusqu'au CQP, alors quand on l'a fait, c'était pas le CQP animateur, c'était le CQP moniteur de tennis de table. On ne l'a pas fait pour être rémunéré, mais parce qu'on avait besoin d'apprendre et d'acquérir des compétences pour pouvoir encadrer nos joueurs, que ce soit les adultes ou les jeunes. Mais à un moment donné, pour aller plus loin, j'ai besoin de professionnaliser ma structure. Moi, j'ai un métier à côté. Je peux pas faire des créneaux d'entraînement à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine. Et ça, c'est quelque chose vers lequel je ne sais pas trop comment aller. Comment créer, pérenniser, financer un poste pour pouvoir justement déployer d'autres créneaux. Et je pense à d'autres publics. Je pense que notamment à des publics comme le Pink Santé, vous parliez tout à l'heure des pathologies neurodégénératives. C'est pas forcément des publics qu'on va accueillir le soir ou parce que c'est pas forcément d'ailleurs des créneaux adaptés pour eux, mais encore faut-il avoir la capacité et les gens pour pouvoir les accueillir à d'autres moments, et ça, je sais pas comment le créer. Nous, sur Nantes, là, et dans la Ligue des Pays de la Loire, on a eu un super soutien avec l'initiative qui est le groupement d'employeurs et qui nous permet, nous, du coup, d'avoir, nous, des entraîneurs DGEPS qui ont vraiment des formations qui permettent vraiment d'aller beaucoup plus loin sur tous ces accompagnements. Donc, c'est déjà du professionnel et ça permet de partager les ressources entre les clubs, en fait. Parce que le problème, c'est que monter sur ces étapes-là avec les côtés financiers, c'est vrai que c'est pas simple. Donc, moi, j'ai la chance d'être quand même déjà dans un gros club avec 250 licenciés où on a des moyens, mais ça n'empêche pas qu'on passe par ces leviers de groupements d'employeurs qui sont aujourd'hui des grosses solutions. Enfin, je pense, Sonia, tu pourras mieux le mettre en valeur que moi, mais ça, c'est une des pistes, en tout cas, sur le côté professionnalisation et avoir un accompagnement sur. Après, il faut avoir la structure, la salle, évidemment, en journée. Mais en tout cas, nos entraîneurs nous interviennent en journée sur des publics spécifiques avec ces leviers-là financiers partagés, quoi. On aura un webinaire spécifique sur l'emploi, sur les aides à l'emploi, sur les statuts, sur les groupements d'employeurs. Donc, je ne sais plus si c'est le 3e ou 4e, est consacré à ces problématiques-là. D'accord. Bruno, j'ai vu que tu avais levé la main aussi. Oui, pour rebondir, compléter ce qui a été dit sur la recherche de créneaux, de solutions, avec toutes les limites que tu as évoquées, Stéphane. Ça m'a fait penser aux expériences de coopération de clubs. C'est-à-dire que dans certains territoires,
les clubs qui sont arrivés à leurs limites en termes de créneaux, d'équipement, de structure ou d'encadrement ont pu connecter d'autres lieux de pratique proches qui n'étaient pas toujours affiliés déjà, parfois. Et du coup, voilà, la coopération peut se faire sur des créneaux de plusieurs lieux de pratique. Ça peut être la coopération sur de l'encadrement bénévole ou salarié. C'est-à-dire, tiens, bah là, moi, j'ai les compétences, vraiment, j'ai quelqu'un de bien pour l'animation du baby ping ou pour l'animation du ping santé. Moi, je les ai pas, bah, on peut se le partager. Le groupement d'employeurs, c'est une autre forme de mutualisation aussi, hein, bien entendu. Donc, coopération d'équipement, coopération de ressources humaines, et puis parfois coopération de projet. Ça peut aller très loin. Alors, c'est peut-être pas possible partout, etc. Mais je repense à l'initiative, le témoignage du Ping Saint-Paulé en Occitanie, si je me trompe pas. Et c'était dans un webinaire de l'an dernier, si je me souviens bien. Mallory, peut-être tu pourras peut-être ou Isabelle, tu pourras peut-être te souvenir de ce webinaire et de la date. Et je sais aussi qu'il y a eu des expériences plus anciennes à Poitiers, hein, où il y avait plusieurs clubs en fait qui ont collaboré et connecté plusieurs lieux de pratique. Je crois que Stéphane Lelong, chez toi, il y a aussi des exemples en Centre-Val de Loire. Bref, ça peut être aussi un champ de réflexion à un moment donné quand on arrive à saturation et au maximum et que on a envie de promouvoir le ping et de ne pas dire non à des gens qui frappent à nos portes. Ça, je trouve ça très, très difficile à mettre en place. On a essayé, hein, nous, on a repris un club il y a pas très, très longtemps. Enfin, on commence notre 4e saison. Et c'est la première chose qu'on a pensé à partager, à échanger avec d'autres clubs. Et c'est très difficile, alors pas parce que les gens sont pas intelligents ou quoi au caisse, mais parce que on en parlait tout à l'heure dans l'offre sportive, la pratique compétitive est très inscrite dans la culture et dans les gènes des clubs. Et le partage est parfois difficile avec des clubs qui ont vite l'impression ou qui ont vite la crainte que si je partage avec un autre club, il va essayer de me piquer des joueurs à la fin de la saison. Donc c'est difficile à mettre en place. Une dernière question, c'est Guillaume pour rebondir et ensuite on laissera la parole à Isabelle pour la conclusion. Du coup, moi, c'est une question ou peut-être une orientation où j'aurai des réponses peut-être dans les futurs webinaires. Moi, je suis un jeune président, du coup, j'ai récupéré la structure du coup depuis décembre 2023 et à travailler et commencer un peu à travailler le projet club. Je m'aperçois, moi, qu'en fait, en périphérie d'une grande ville, donc périphérie de Nantes, j'ai un renouvellement énorme sur le club. On a un tiers des licenciés tous les ans qui se renouvellent. C'est-à-dire que j'ai un problème de fidélisation du public. Et moi, ce qui me va pas trop quand j'entends l'offre sportive, en fait, c'est que ça va justement dans le sens que les gens viennent chercher, mais du coup, ils viennent chercher de la consommation, en fait. Nous, en extérieur de grandes villes, on a de plus en plus des gens qui viennent chercher de la consommation, et avec moins une implication et toutes les lacunes que ça amène sur le bénévolat, sur le côté social, sur le côté, on n'a pas de souci, nous, du coup, on a 1,7 entraîneurs salariés, donc on est vraiment quand même déjà bien structuré et en avance sur ce projet club. Mais le souci, c'est que du coup, on est vraiment dans une approche où les gens viennent sur du créneau, sur de la consommation, viennent chercher leur moment de sport, viennent chercher leurs différentes pratiques, que ce soit le loisir explose. On a une pratique avec les JO, évidemment, STT, qui a été impressionnante. Je me suis dit, oh, on n'a pas trop l'effet au mois de septembre. Si. Là, on se l'est pris pleine face, on est saturé, on a fermé les inscriptions, donc comme beaucoup de clubs, donc je m'en plains pas. Mais du coup, je me suis en train de me dire, ouais, mais si c'est pour avoir un tiers de ces gens-là qui partent l'année prochaine, finalement, moi, en tant que président, ça ne m'intéresse pas. Parce que les publics aujourd'hui que je suis en train de perdre, j'arrive pas à fidéliser mes retraités, qui sont le vivier des gens qui ont du temps, qui peuvent donner du bénévolat. Et j'ai énormément d'actifs qui sont des gens, finalement, qui vont être un peu en étoile filante, qui vont faire 2-3 ans de ping, et puis qui seront avec un turnover régulier. Donc, il y a plein de choses qui se passent au niveau social, au niveau du club, c'est intéressant. Mais ça veut dire qu'on a l'impression depuis quelques cycles d'être à perpétuel recommencement et qu'on stagne en fait.
La Oui. structuration, on plafonne parce que c'est pas les mêmes gens qui sont toujours à apporter l'histoire et à apporter cet ancrage. Même l'ancrage quartier n'est pas un levier qui a l'air de résonner pour l'instant. Donc on cherche des pistes. Donc si vous aurez des réponses à apporter sur les webinaires, je serai très assidu. Non, je ne sais pas s'il y aura des réponses concrètes. Par contre, si on s'appuie sur d'expériences d'autres clubs, il y en a qui ont mis en place des stratégies justement pour essayer de réduire ce turnover. Guillaume, le turnover en France, il est à peu près de 30% globalement. Donc on sait déjà que le tennis de table a la capacité de recruter assez bien, puisque finalement, l'augmentation des licenciés fait que même s'il y a toujours 30%, on en recrute toujours plus. Donc aujourd'hui, il y a une réelle question à se poser sur comment on fidélise. Est-ce que le produit qu'on propose aux gens qui viennent par l'externe au tennis de table leur convient? S'ils arrêtent au bout d'une année, il y a peut-être quelques questions à se poser en interne, donc peut-être interroger les licenciés eux-mêmes. Mais en fait, vous avez besoin de quoi? Nous, on croit que c'est ça que vous avez besoin, mais en fait, vous ne voulez pas revenir. Peut-être qu'on fait fausse route. Il y a des clubs qui ont mis en place un système de réinscription dès le mois de juin avec une petite réduction par rapport à la cotisation pour pouvoir avoir que la personne quitte pas le club pendant 3 mois pour aller à autre chose. Il y a des clubs, et d'ailleurs on avait le témoignage d'une bénévole du club de Montion hier sur le réseau des clubs. Ils proposent énormément d'événements pour les licenciés de manière très conviviale et pour créer le lien social à l'intérieur de l'association qui donne envie d'y revenir, et parfois d'y revenir pas forcément pour l'activité, mais pour les copains qu'on s'y est fait. Et je pense que des pistes comme ça, il y en a peut-être des centaines. Je ne suis pas sûr qu'on pourra apporter des solutions concrètes, mais il y a sûrement à se réinterroger en tout cas, parce qu'on croit qu'on fait bien, ou on croit qu'on propose du produit clé en main, et comme la liste à l'après-vert que j'ai présentée dans l'offre sportive. Euh, mais mais peut-être que chaque individu a ses considérations, et que celui qui, une année, finit le travail à 19h, bah, il peut venir au ping-pong à 19h30. L'année d'après, il finit à 19h45 et il ne peut plus venir parce qu'on ne peut pas lui proposer le samedi ou le dimanche. Voilà. Donc, des exemples, je pense qu'il y en a des centaines. Merci Stéphane. Pour conclure, donc, Isabelle, je vais te laisser la parole. Présidente de la Commission fédérale emploi-formation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie que vous ayez été présents. Je remercie les intervenants, Bruno, Frédéric, Stéphane, Jules, bien sûr, Jules qui a été présent et qui nous a fait part de son retour sur les Jeux Olympiques et de la façon dont il vit le sport de haut niveau. C'est important, c'est vrai que c'est notre vitrine, hein. C'est notre vitrine, ces sportifs de haut niveau et qui ont permis de mettre cette dynamique en fait au niveau du ping cet été. On a posé le cadre. Je suis ravie que ce premier webinaire ait amené déjà à des questions. C'est intéressant de voir ça. Le prochain webinaire ne va pas être trop long. Donc, le prochain webinaire, je vous le rappelle, ça sera le 26 novembre à 19h30 sur le thème de l'environnement du sport et du cadre réglementaire. Il sera présenté par Adrien Dodu, entre autres, Bruno, je ne sais plus, je crois que c'est lui principalement. On est en train de caler Voilà. le programme définitif. D'accord, voilà. Exact. Et voilà, je suis contente que vous ayez participé à ce premier webinaire. Et il y aura les 7 suivants. Et ce sera encore l'occasion d'échanger sur vos questions et la façon dont on peut vous accompagner en tant que nouveau dirigeant ou moins nouveau, hein, enfin plus ancien, on va dire. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous souhaiter une excellente soirée et on se retrouve le 26 novembre. Merci à tous. Merci à tous, au revoir.